On m'a demandé de faire un petit portrait d'une immense réforme qui a touché 2 lois et de mettre la table pour des échanges, sur quelques enjeux clés qui vont porter sur, essentiellement la manière d'activer les dispositions existantes, d'en tirer le plein potentiel. Et on m'a demandé donc de faire un portrait de ce que contient cette réforme, du moins certains des enjeux et puis, eh bien, la manière, la plus simple de le résumer, c'est de rappeler les propos de notre, regrettée collègue et amie Catherine Lippel, qui illustrait bien que la réforme était le produit d'un échange, hein, entre, d'une part, quelques avancées en prévention dont on verra qu'elles ont un potentiel, mais beaucoup de limites, qui ont été obtenues à la défaveur des travailleurs accidentés et malades qui ont perdu des droits. Et donc, et on peut s'inquiéter du fait que le processus réglementaire qui se poursuit pourrait en venir à produire le même résultat malgré toute la bonne volonté là, des personnes qui représentent les travailleurs dans ce processus. Donc, il y a un présupposé unitariste, je dirais donc, qui présuppose que les intérêts sont communs, puis qu'il s'agit juste d'enjeux techniques, de partager des informations, que les travailleurs puissent apporter l'information qui vient de leur expérience du travail. Donc, un présupposé unitariste qui sous-tend cette loi. euh, et donc, en tout cas, du moins dans son application, parce qu'elle a un potentiel d'être appliquée de manière dans une version plus pluraliste là, qui tient compte éventuellement des divergences d'intérêts. Donc, je parle du passé sur la base de l'expérience de l'application de la LSST, alors que dans la réalité, les travaux, les recherches et l'expérience montrent que, oui, bien sûr, un employeur peut initier des mesures préventives sur la base de ses propres sa propre reconnaissance que c'est nécessaire, que ça a des liens avec la productivité ou pour des enjeux moraux également. Mais on peut penser que dans une proportion importante, les mesures préventives sont initiées parce qu'il y a une action collective des travailleurs et souvent que ça passe par l'action syndicale. Et de même, l'idée là, qu'il s'agirait d'asseoir ensemble les acteurs pour qu'ils trouvent des solutions, bien, ça va, mais on a bien des démonstrations que ça a des limites et que ça ne réussit à agir que sur certains risques et que ça prend également donc le contrôle externe qui lui-même est plus actif quand les syndicats, les travailleurs se mobilisent pour en obtenir la présence. Et donc, on peut oublier cette perspective unitariste, là, et il faut que la législation et l'ensemble des mécanismes viennent soutenir l'idée que ici aussi, le travail n'est pas une marchandise et qu'il faut mettre en place des mécanismes pour aider à ce que la prévention soit intégrée, même quand même quand les risques pour la santé et la sécurité ne sont pas l'occasion de dysfonctionnements immédiats pour les employeurs, puis n'ont pas de coûts ni immédiats ni à long terme pour eux, mais sont assumés essentiellement par les travailleurs dans leur corps et leurs proches. Donc, de quel régime on aurait eu besoin? Un régime bien plus ambitieux que celui qu'on avait et que celui qu'on a, donc qui a pour limite que dans son application concrète, il va être utilisable, mobilisable, surtout par les salariés syndiqués qui ont un syndicat qui est bien organisé en matière de prévention et de défense. Et le régime va être surtout efficace pour les risques à la sécurité. Et donc, on aurait eu besoin d'une réforme qui aurait à la fois aidé à mieux intégrer les risques pour la santé. Il y a un potentiel du côté de la prévention puisqu'on a explicité la couverture de certains risques, mais on a des reculs du point de vue de l'indemnisation qui fragilisent ces avancées-là. Et on aurait eu sur l'axe vertical besoin d'un
un régime qui non seulement couvre l'ensemble des secteurs d'activité, ce qui est positif comme les changements l'ont fait, mais aussi qui s'intéresse à véritablement lever les obstacles à la représentation des travailleurs non syndiqués et qui comprennent les problèmes des travailleurs non salariés, des travailleurs d'agence, des travailleurs de sous-traitants et qui remontent la responsabilité jusqu'en haut des chaînes de valeur. Donc, ce n'est pas la réforme qu'on a eue, contrairement à ce qu'on a pu voir dans d'autres pays. Puis donc, ici, je rappelle le modèle australien qui élargit la responsabilité, la fait remonter jusqu'en haut, puis qui élargit la définition de travailleur. Donc, encore des gens qui ne sont pas couverts. Puis je disais qu'on aurait eu besoin de quelque chose qui permet de mieux couvrir la santé. L'enjeu n'est pas tellement le droit formel du point de vue de ce qui est écrit dans la loi, puisque de ce côté-là, on a des améliorations, mais plutôt les conditions d'application de ces droits-là. Puis là, ça se traduit en termes de ressources concrètes pour les représentants et les représentantes des travailleurs. Puis, ça se traduit aussi dans comment seront mises en œuvre les obligations d'identification des risques? Est-ce que, par exemple, les risques psychosociaux seront évalués avec de bons outils et avec une participation représentative des travailleurs pour qu'on aille au-delà de mesures simples du type soutien social, reconnaissance, etc., pour vraiment s'adresser à la charge de travail, par exemple. Donc, ce sont des risques qui sont plus difficiles à couvrir spontanément par les employeurs. Alors, on aurait eu besoin d'un régime là, qui aurait levé les obstacles importants à la participation, à la représentation de tous les travailleurs, en particulier les non-syndiqués, et qui aurait garanti la présence des autres mécanismes régulatoires là, dont je vais parler maintenant. Donc, l'idée est d'ouvrir la porte à la discussion sur ce qui doit être fait pour que les dispositions donnent les meilleurs résultats possibles du point de vue des droits des travailleurs, mais aussi qu'on puisse agir sur ce qui est encore modifiable dans cette loi-là, c'est-à-dire sur ce qu'il y aura dans le futur règlement sur les mécanismes de prévention. Alors, donc, en gros, on peut dire que le projet de loi, la loi 27, a mis fin à l'exclusion de la couverture des mécanismes essentiels au cœur de la loi sur la santé et la sécurité du travail d'une majorité des travailleurs, finalement, et surtout une majorité de travailleuses, en instituant qu'à terme, à la fin du régime intérimaire, donc au plus tard le 6 octobre 2025, il devrait y avoir dans tous les établissements de 20 travailleurs et plus un programme de prévention comprenant des éléments non seulement de sécurité, mais aussi de santé, et des comités de santé et sécurité qui sont non plus volontaires sous certaines conditions devenant obligatoires, mais qui sont systématiquement obligatoires, et la présence de représentants en santé et sécurité qui remplacent le terme de représentant à la prévention. Et fait nouveau, dans les établissements de moins de 20 travailleurs, on avait déjà l'obligation d'un programme de prévention. Là, on a modifié pour une version allégée qui est un plan d'action. Et ce qui est nouveau, donc, c'est la présence d'une forme de représentation des travailleurs sous la forme d'un agent de liaison ou une agente de liaison. Alors, ce que vous voyez dans la dernière partie du schéma à droite, c'est des enjeux qui peuvent affecter l'effectivité, l'efficacité, la qualité de l'application des programmes de prévention ou des plans d'action, c'est-à-dire la possibilité que le programme de prévention d'un lieu de travail soit remplacé par un programme multi-établissement pour un employeur qui déciderait de son propre chef sans l'accord des travailleurs nécessaires, de couvrir par un seul programme plusieurs de ces établissements qui auraient des activités semblables. Et il pourra donc instituer un seul comité de santé et sécurité pour ces établissements s'il s'assure que les enjeux de distance permettent quand même de
au comité et aux représentants en santé et sécurité d'effectuer leurs tâches de manière adéquate. Donc, ce qui laisse quand même beaucoup d'incertitudes là, à cet égard-là. Il faudra voir à l'application. Donc, ça, c'est le portrait. Et donc, c'est ce qui devrait prendre place à la fin du régime intérimaire. Pourquoi on parle de régime intérimaire? C'est parce qu'on a donc voulu tout d'abord implanter progressivement les dispositions dans différents secteurs d'activité économique en fonction d'un critère de niveau de risque qui discriminait les femmes. Ce critère ayant été rejeté, il y a des discussions qui devaient continuer à avoir lieu. Ça ne s'est pas réglé en commission parlementaire et donc il y a une période d'un maximum de 4 ans jusqu'au 6 octobre 2025 où il doit y avoir, en attendant la fin des discussions réglementaires, l'application donc du régime intérimaire. Alors, pour commencer, les employeurs vont devoir consigner l'identification des risques par écrit et s'ils ont plus de 20 travailleurs, consigner l'identification et l'analyse des risques. Et donc, c'est une première étape. Et donc, je souligne que, comme vous l'avez vu, tous les mécanismes sont soumis à un critère de nombre de travailleurs et que dans le calcul du nombre de travailleurs, on a bien défini qu'on devait compter non seulement les travailleurs à temps plein ou même à temps partiel, mais aussi les travailleurs occasionnels, les travailleurs d'agence, ou dont les services sont prêtés ou loués, et les travailleurs étrangers temporaires, etc. Donc, ne pas se dispenser d'un comité de santé et sécurité parce qu'on ne compterait pas ces travailleurs. Même chose pour le programme de prévention. Je souligne qu'il y a une perte du point de vue, entre autres, des petits établissements et des établissements non syndiqués, c'est-à-dire la perte de la présence mandatée des équipes du réseau de santé publique en santé au travail, puisque la loi a fait disparaître le programme de santé spécifique à l'établissement, du moins il va disparaître à l'issue du régime intérimaire. Et donc, ça faisait en sorte que les équipes du réseau de santé publique en santé au travail avaient le mandat d'entrer dans les établissements, ce qui était souvent la seule ressource là, qui venait visiter un établissement non syndiqué. Donc, ça pose encore avec plus d'acuité la question du soutien aux non syndiqués. Donc, si je continue avec le régime intérimaire pour ce qui est des mécanismes de participation maintenant, donc, on a dans les établissements qui étaient dans les groupes déjà priorisés, si un comité de santé et sécurité et un représentant à la prévention existait déjà, il est maintenu. Sinon, il y aura un agent de liaison ou un comité et un représentant en santé et sécurité selon la taille. Pour cette étape-ci, le multi-établissement n'est pas possible, mais il le deviendra après le régime intérimaire. Et donc, pour les groupes qui n'étaient pas couverts par le règlement sur les comités de santé et sécurité et celui sur le représentant à la prévention, eh bien là, c'est une toute nouvelle série d'obligations qui sont donc dans les établissements de moins de 20 travailleurs, des agents de liaison en santé et sécurité, et dans ceux de plus de 20 travailleurs, des comités de santé et sécurité et des représentants en santé et sécurité qui ont du temps de libération, etc., comme en avaient les représentants à la prévention, mais on va voir que ce temps-là a, disons, été rétréci de manière substantielle. Donc, l'enjeu des ressources. Alors, il y a du positif, étant donné que ces obligations de représentation collective des travailleurs en matière de santé et sécurité sont étendues à tous les secteurs et que ce n'est plus strictement volontaire, mais obligatoire. Il y a quelque chose de positif aussi qui est inattendu, qui est apparu en cours de route, donc la représentation dans les plus petits établissements, mais l'enjeu est bien celui du soutien dont vont pouvoir bénéficier les non-syndiqués et les agents de liaison et quelle protection effective ils vont pouvoir disposer contre les sanctions au-delà de ce qui est écrit dans la loi. Quelle formation ils vont pouvoir disposer. Tout ce monde-là va avoir une formation obligatoire de 7 heures au contenu prescrit. La question est donc quel va être le contenu en question et par qui sera donnée cette formation-là.
Et donc, j'ai déjà exposé toutes les limites là, potentielles là, avec la possibilité de remplacement tant des comités que des programmes de prévention par des équivalents là, multi-établissements qui risquent de renforcer le risque de conformité de papier. Euh, et donc, je passe rapidement pour qu'on soit certain d'avoir du temps de discussion, mais donc, je voudrais souligner deux enjeux qui sont dans les comités de santé et sécurité. S'il n'y a qu'une seule association accréditée qui représente tous les travailleurs, eh bien, c'est l'association accréditée qui désigne le représentant ou la représentante des travailleurs en santé et sécurité. S'il y a plusieurs associations accréditées, elles vont par entente désigner leurs représentants entre elles, mais si elles ne s'entendent pas, il y a des modalités qui sont déterminées par règlement, puis donc on va référer au règlement existant sur les comités de santé et sécurité. Puis même chose pour la désignation des représentants quand il n'y a pas d'association accréditée qui est présente dans l'établissement. Et donc, la CNESST a publié des directives par rapport à ça. Et donc, si je... Donc, je ne sais pas si je les ai reproduites, mais en fait, on parle véritablement d'élections et l'appel au scrutin doit être fait par un travailleur ou une travailleuse. Puis on peut se demander là, comment, dans les faits, ça peut véritablement être fait. Là. Il y a des enjeux là, de validité là, de ce processus-là, étant donné les difficultés là, de représentation dans les petits établissements. Donc, l'autre enjeu est donc celui des ressources réelles qui sont à la disposition des représentants des travailleurs. Alors, si on regarde ce qui est prévu par le régime intérimaire, c'est clair que c'est un nœud de désaccord potentiel pour la suite du processus. On a une baisse vraiment substantielle du temps de libération qui est prévue, puisque pour la catégorie des établissements de 20 à 50 travailleurs, on a 9h45 minutes par trimestre, donc un peu plus que 12 semaines, ce qui donne environ 45 minutes par semaine. Donc, une journée et demie peut-être par trimestre là, à consacrer à la prévention, alors que le champ d'action explicite de la loi est étendu à l'intégrité psychique, aux risques dyergonomiques, aux risques psychosociaux et à la violence conjugale et familiale qui peut se manifester sur les lieux du travail. Donc, plus de mandats explicites, mais moins de ressources qu'auparavant. Donc, si on compare avec ce qu'il y avait dans le règlement sur le représentant à la prévention, là, on peut dire que ce qui est en vigueur maintenant pour les nouveaux secteurs couverts, ça correspond à 25 à peu près. Donc, puisqu'on avait 3 heures par semaine pour les établissements de 21 à 50 travailleurs, ça existe toujours dans les groupes 1 et 2. Donc, je termine avec quelques défis pour l'avenir. C'est clair qu'il y a un momentum dont il serait heureux qu'on profite pour renforcer l'action syndicale en matière de prévention, donc utiliser tout le potentiel des dispositions existantes, les rendre véritablement effectives, éviter les divisions intersyndicales quand il y a plusieurs syndicats dans un même établissement. Le grand enjeu m'apparaît être d'assurer la représentation des non-syndiqués, des travailleurs d'agence, bien intégrer les enjeux pour les travailleurs étrangers temporaires qui sont dans une situation difficile pour exercer leurs droits sous peine de sanctions qui pourraient mettre en jeu leur relation d'emploi et donc leur présence au Québec, au Canada. Il y aura bien sûr l'enjeu d'influencer l'interprétation des dispositions existantes comme celles qui parlent de la distance, des critères d'application du multi-établissement. Mais surtout, le principal enjeu, là, ça va être de se mobiliser pour influencer le contenu du futur règlement sur les mécanismes de prévention puisque la partie n'est pas finie, elle est juste prolongée. Donc, je voudrais souligner que pour les non-syndiqués, il y a eu un amendement qui a été adopté au projet de loi 59 qui soulignait qu'on ajoutait aux fonctions de la commission
le fait d'informer et renseigner les travailleurs et les employeurs sur leurs droits et leurs obligations prévues à la présente loi. C'est une fonction qui existe pour les autres volets du mandat de la CNESST, les normes du travail, par exemple, mais qui n'existait pas pour la santé et la sécurité du travail, et la possibilité de subvention incluant des mesures de soutien pour les travailleurs non représentés par une association accréditée. On n'a pas, à ma connaissance, encore d'idée de comment la CNESST veut réaliser ces nouvelles fonctions. Par contre, il y a un amendement qui avait été proposé et qui a été rejeté pour concrétiser vraiment le soutien nécessaire aux travailleurs non syndiqués. C'est un amendement qui aurait amené la création d'un bureau de soutien en santé et sécurité du travail pour les non syndiqués et les travailleurs des petits établissements. Un organisme financé à partir des cotisations des employeurs, mais indépendant de la CNESST, créé créé de manière indépendante. Donc, c'est une option dont on peut rediscuter, étant donné qu'il y a cette possibilité là, de financement. Je sais que ça pose des enjeux pour des groupes qui se veulent, des groupes de défense de droits et des associations représentant, mobilisant les travailleurs, puisque c'est risquer de créer une sorte de dépendance avec l'organisme qui les finance et toute la logique de mobilisation versus service. Je pense que, tout de même qu'il faut avoir cette discussion-là là, sur cette stratégie-là. Alors, peut-être je finis avec l'enjeu du temps. J'ai été frappée par le fait qu'au fil du temps, on ne fait que diminuer au plan des ressources concrètes allouées aux représentants des travailleurs. Si on compare avec ce qui était prévu pour tous les secteurs, mais qui n'était appliqué que dans les groupes 1 et 2, le gouvernement a conclu une entente avec ses employés du secteur public qui indiquait que les établissements de type autre que bureau avaient les 2/3 du temps initialement prévu et les établissements de type bureau 50%, ce qui me semble refléter tout à fait l'invisibilité des risques des emplois des femmes. Et pour le régime intérimaire, on n'est plus ni aux 2/3 ni à 50%, mais au quart, alors que ces secteurs-là couvrent les groupes 4, 5, 6, 62% des hommes, mais aussi 85% des femmes. Alors là, si on ne veut pas que la réforme soit encore une fois sexiste, ben, il y a quelque chose qui doit être fait. Puis, c'est préoccupant que les discussions se tiennent à huis clos dans des comités réglementaires et que toute la mobilisation des groupes de femmes et des groupes non syndiqués ne puisse pas se faire entendre directement à ces tables. Et donc, est-ce que le travail des comités réglementaires va faire en sorte que la mobilisation n'aura pas sa place? Donc, c'est aussi un des enjeux. Voilà. Alors, j'arrête maintenant en espérant des discussions fructueuses. Merci. Alors, merci beaucoup d'abord, Geneviève, pour vraiment une mise en bouche très exhaustive et très complète. Peut-être là, on va se tourner vers les acteurs du monde du travail. Puis, en fait, on va lancer la question qui veut l'apprendre, l'apprend. Si vous pouvez y répondre, on ne répond pas. On a maintenant 1 heure devant nous pour la discussion. Donc, peut-être commencer avec cette question de la formation des représentants de santé et sécurité, des agents de liaison qui en parler. Qui va donner cette formation? Qui devrait la donner? Comment on imagine aussi son contenu? Et peut-être aussi, dernière question sur laquelle j'aimerais vous entendre, la question de la formation continue. Comment on accompagne? Alors, je ne sais pas, Annie. Ben, je peux me lancer, puis peut-être pour l'information, je siège sur les travaux réglementaires en prévention, donc je suis dans le Frenchie ces temps-ci. Et comment ça fonctionne, je peux vous dire qu'historiquement, tout ce qui est là, ce n'est pas un secret de polichinelle, là, parce que oui, il y a des règles de confidentialité, mais on a aussi le droit de consulter. Donc, ça s'en vient également. Mais pour la formation, c'est un enjeu qui est historiquement très, très, très difficile. On voit, par exemple, avec la formation des grutiers.
qui ont fait des grèves illégales même pour avoir accès à la formation, puis c'est encore bloqué, là. Donc, je ne m'attends pas à ce que ce soit plus facile au niveau d'étendre la formation à l'ensemble des personnes en santé de sécurité au Québec. Au contraire, et ça va être un très gros enjeu parce que nous, on veut absolument que ça soit des regroupements ou en tout cas des personnes qui ont l'intérêt de travailleuses qui donnent la formation, que ce ne soit pas les employeurs qui la donnent, évidemment. Et là, mais comment on s'organise au niveau du Québec en entier pour couvrir toutes les régions, s'assurer qu'on est capable d'offrir ça au monde syndical et au monde non syndiqué de manière égale. Ça va, donc, il va falloir soulever beaucoup d'enjeux de comment on se parle entre organisations, parce que si on n'a pas de plan, si on ne se parle pas, on ne réussira pas à convaincre la commission qu'on est capable de le faire. Et ça va être vraiment ça l'enjeu, de démontrer qu'on est capable de soutenir toutes les travailleurs du Québec pour offrir de la formation, qui va être l'enjeu. Puis après ça, tu sais, pour le nombre d'heures, le contenu, la formation dans la loi, c'est sûr qu'il y en a. Mais ce qui nous pue un peu, c'est que maintenant, ben, ça se fait en ligne, une petite vidéo de 30 minutes, ça fait bien l'affaire. Tu sais, il y a, tandis que pour nous, on sait, les travailleurs-travailleuses n'ont pas tous la même capacité d'acquérir l'information. On a développé au niveau syndical des modes d'éducation populaire qui prennent peut-être un peu plus de temps, mais qu'on s'assure que notre monde comprenne c'est quoi l'action en SST, c'est quoi leurs droits, comment on agit en milieu de travail. Puis on a tout un réseau. Après ça, une fois que tu as fait la formation, mais les gens qui ont quelque chose dans leur travail savent qui a fait. Parce que c'est oui, donner une formation, mais c'est tout le réseau qui l'entoure pour donner des ressources au monde sur le terrain qu'il va falloir construire. C'est pas vrai que c'est une formation que ça s'arrête là, parce que la prévention, c'est une action continue. Il y a tellement de technicalité au fur et à mesure qu'on a toujours besoin des ressources. Puis Geneviève l'a mentionné, le fait que le RAPSAT, le réseau de la santé publique, va être moins présent, c'est quand même, ça va être difficile pour les milieux d'avoir accès à des ressources. Donc, il va falloir vraiment trouver des moyens d'être solidaires, de créer des réseaux. Donc, sur la question de la formation, est-ce que quelqu'un qui peut Je peux y aller au niveau des non-syndiqués. Nous, on est assez pessimiste, hein, parce que si on regarde le passé, parce que le passé, il existe quand même, là, on a la loi sur la santé et la sécurité du travail qui a été adoptée et qui est en vigueur depuis 1980. Il y avait des groupes prioritaires 1 et 2. C'est rentré progressivement au début des années 80. Et si nous, on regarde du côté des non-syndiqués pour les groupes prioritaires. Donc, 1 et 2, là, depuis avant 1985, ça existe. Il y a de la formation qui existe et la formation a été presque exclusivement, pour ne pas dire exclusivement, au niveau du monde syndical, ce qui est normal, là, parce qu'il n'y a pas de structure claire de formation à la CNESST, et donc les organisations syndicales ont pris ça en main, et c'est très, très correct, là, et ils ont accès à du financement. Depuis 35 ans, dans les milieux où il y a des comités paritaires, des représentants de prévention, dans les milieux non syndiqués, ben, ça n'existe pas, hein, la formation. Et donc, là, on étend la loi à l'ensemble des secteurs où il va se passer exactement la même chose. Donc, on va se retrouver avec du financement. Et d'ailleurs, c'est parce que Geneviève m'a parlé tout à l'heure, il y a eu des tentatives d'amendement de la loi pour prévoir des ressources pour les non-syndiqués. Ça a été refusé, sauf, bon, un petit amendement, là, où on vient dire la CNESST va offrir du soutien aux travailleurs non-syndiqués, mais on voit que dans le passé, la CNESST n'a pas fait ça. Et nous, on ne veut pas que ce soit la CNESST qui fasse ça. On espère que ce soit des ressources indépendantes qui fassent ça. Et donc, on ne pense pas qu'avec la loi qu'on a, et autre chose qui n'a pas été dite, là,
c'est qu'il y a eu quand même un amendement aussi qui a été déposé pour permettre à la CNESST de verser du financement aux organisations de non-syndiqués. Actuellement, là, c'est prévu dans la loi que les associations patronales et les associations syndicales, ou les associations accréditées, ont accès à du financement, notamment pour faire de la formation. Ça a été refusé pour les non-syndiqués. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, on est assez pessimiste et c'est sûr qu'on n'aura pas le choix que de mener cette bataille-là au niveau politique. À partir du moment où la loi n'a pas été modifiée à ce niveau-là, qu'on regarde le passé qui, pour moi, est garant de l'avenir, il va falloir monter une bataille politique pour que le ministre, le ministère du Travail, prenne ça en charge, parce que si on laisse ça à la CNESST, ben, il va se passer la même chose que depuis les 40 dernières années. Merci, oui, je voudrais rajouter bien, à l'Afrique, on représente des professionnels en soins, majoritairement les femmes. Une part de 85 mais pour nous, c'est plus de 90 de nos membres qui sont des femmes. Donc, il y a des enjeux particuliers qu'on veut faire reconnaître dans le nouveau projet de loi. Ça fait 40 ans qu'on aurait voulu être un groupe prioritaire pour faire appliquer les éléments de la loi. On se fie sur le passé, je suis d'accord avec ma collègue Annie, on ne peut pas se fier sur l'employeur pour faire les formations. Dans le passé, on avait même de la difficulté à obtenir des données sur les accidents dans nos établissements, partage d'informations qui est à la base. Donc, pour la formation, on peut avoir des gros doutes. Alors, tu as raison, il faudra être en intersyndical, des regroupements, je parle pour les syndiqués, bon milieu, évidemment, travailler de concert, avoir des enjeux politiques, parce que des associations sectorielles paritaires qui pourraient en partie transmettre certaines informations, mais aussi, je pense que les organisations syndicales vont aussi avoir un rôle important. On essaie de le placer déjà, entre autres, parce que dans notre milieu, les éléments de santé sont bien importants, puis ce n'est pas tous des éléments visuels. Il y a beaucoup d'épuisement, il y a beaucoup d'effets sur lesquels on revendique, puis que les employeurs, étant donné que c'est multifactoriel, vont dire que ça relève du milieu privé, ils se déchargent de leurs responsabilités. Alors, sur ces enjeux-là, on doit mobiliser nos membres, c'est vraiment important. Entre autres, on tente actuellement de mettre des projets pour les former sur les risques psychosociaux pour les sensibiliser puis les informer, de ne pas attendre. Si on a l'identification des risques à faire, on ne peut pas se fier sur la partie patronale identifiée à ces niveaux-là. Donc, on s'appuie entre autres sur l'INSPQ pour des formations, pour des transferts d'informations, et par la partie syndicale, transmet ces informations-là aux membres pour qu'elles se prennent en main aussi pour l'identification de ces risques. Oui, je vais peut-être rajouter un aspect, c'est bien sûr les travailleurs temporaires qu'on représente. C'est 58 000 au Québec actuellement, donc, qui reviennent à chaque année, et ça augmente de 6 000 par année. Alors, laissez-moi vous dire que d'ici quelques années, on va avoir beaucoup de travailleurs temporaires, malgré que moi, je pense que ça devrait être plus de migration que de travailleurs temporaires. Imaginez-vous aussi les travailleurs temporaires avec des permis fermés, donc ils ne peuvent pas travailler pour d'autres employeurs. Donc, ça aussi, c'est un sérieux problème et souvent, l'employeur a une mainmise sur ces travailleurs-là et il fait ce qu'il veut. Si ça ne fait pas son affaire, là, ton billet d'avion, tu t'en retournes. Et souvent, ils sont pris, bien sûr, dans un carcan, malheureusement, qui, à mon avis, frôle l'esclavagisme moderne tel qu'on les connaît aujourd'hui, quand on regarde les définitions, bien sûr, de l'ONU là-dessus. Quoi qu'il en soit, sur la question, bien sûr, des comités de santé et sécurité, on se pose beaucoup de questions. La plupart de ces travailleurs-là ne parlent pas français, hein, beaucoup sont latino-américains. Beaucoup aussi ont carrément peur. Je ne vous cacherai pas, on a le même de la misère à la FMAC à déposer des plaintes aux normes du travail lorsque les normes du travail sont bafouées. On parle de normes minimales de travail. Imaginez-vous, lorsqu'on va parler de comités de santé et sécurité au travail, comment on va les approcher, puis on va en avoir parce qu'il y a des fermes actuellement, il y a 150, 200 travailleurs dans les fermes. Alors, il va y avoir ces comités-là. Comment ils vont être élus, ces travailleurs-là? Et surtout, comment on va les protéger, ces travailleurs-là, qui vont défendre les travailleurs sur le comité santé et sécurité. Et ce que je souhaite, et ce que je perçois, c'est que s'il y a des comités de santé et sécurité dans les fermes, par exemple au Québec, bien, ça va être noyauté par l'employeur, point à l'avenir.
et il va prendre des travailleurs, bien sûr, qui sont de son bord, puis ça va régler le problème. Et c'est exactement comme ça que ça va se passer. De là, tout le questionnement de savoir comment ça va se faire, qui va les former, tout ça, et surtout qui, par la suite, va les accompagner là-dedans. C'est important l'accompagnement parce qu'on parle de travailleurs là, qui n'ont pas des niveaux d'éducation très élevés. Alors, ça devient aussi un enjeu de ce côté-là. Alors, il y a toute la formation aussi de ces travailleurs-là par rapport aux lois du Québec. On même de la misère à se faire défendre ici. Un des bons exemples actuellement en matière de santé, les travailleurs, c'est l'employeur qui les amène à l'hôpital. Imaginez-vous quand c'est un cas d'accident de travail, c'est l'employeur qui fait la traduction devant le médecin. J'ai des dossiers à pelleter actuellement au RATMAC où il n'y a eu pas de déclaration d'accident de travail chez les travailleurs, et ça, j'en ai des tonnes de ça. Et on sait pourquoi, parce que celui qui traduit, c'est l'employeur là-dedans. Et ça aussi, ça devient un problème. Il se place carrément en conflit d'intérêts lorsqu'il se retrouve, bien sûr, dans le bureau de médecin. Pourtant, la loi de santé et services sociaux est bien claire là-dessus. Les dossiers sont confidentiels. Sauf que comme on n'offre pas de service ni à la CSST, ni dans les hôpitaux, dans la langue du travailleur, bien, il y a un problème sérieux. Parce que vous savez très bien, quand vous faites une réclamation, par exemple, à la CSST, et que vous devez décrire l'événement accidentel, bien souvent, c'est pas le travailleur qui remplit ça, c'est l'employeur qui remplit la déclaration du travailleur, puis il y a du n'importe quoi là-dedans. Alors, ça aussi, c'est un sérieux problème, et je me pose la question comment ça va se faire. Je suis un petit peu d'accord avec Roch, il va falloir qu'il y ait une entité pour moi carrément à part qui va pouvoir aider ces travailleurs-là, parce que sinon, c'est un coup d'épée, puis ça va donner strictement rien. C'est le comité de santé et sécurité au travail et la loi FACAMON ne trouvera pas effet, là, compte tenu, bien sûr, de la dimension permis fermé chez ces travailleurs-là. Merci. Alors, peut-être bouger sur une autre question qui est évidemment en lien. Peut-être que je me tournerai là, vers Annie et Isabelle pour cette première question-là, puis après, Roch et Michel vont rebondir. Là. Toute la question des enjeux, là, Geneviève en a parlé, intersyndicaux, sachant que les TSS vont couvrir plusieurs accréditations et parfois aussi là-dedans, je pense peut-être au réseau de la santé dans ce contexte-là, des non-syndiqués. Donc, et on ajoute à la sauce, si je peux m'exprimer, du multi-établissement aussi dans certains cas. Donc comment, quel chemin de travers peut-être voyez-vous se profiler pour faire face à ces défis-là? Puis peut-être quelles sont des pistes de solutions justement pour adresser les conséquences concrètes que ça va poser en termes de capacité de cette nouvelle institution-là à produire ses fruits. Je ne sais pas qui veut commencer. Les employeurs ont une vision différente. Les équipes ont été un petit peu affaiblies au cours des réformes. Il y avait des comités paritaires qui ont été formés après la formation des C3S, qui ont dû être enlevés, refaits avec les CCSUS. Et là, maintenant, une nouvelle réforme. Donc, la pandémie est passée, manque de ressources. Donc, d'impliquer les équipes, déjà, ça va être difficile. Les employeurs vont vouloir probablement aller vers une vision en continu de ce qui se fait ou ce qui est sur papier ou aller vers le minimum de ce qui est prévu à la loi, alors qu'on sait clairement là, que c'est insuffisant. Et il va y avoir beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Il va falloir, on disait en intersyndical, de s'unir pour pouvoir porter une voix plus forte pour aller chercher des éléments plus mordant dans la loi. À mon avis, la période intérimaire va démontrer que ça ne fonctionne pas sur plusieurs éléments dont vous avez parlé. J'espère qu'il n'arrivera pas, mais en tout cas, pour le moment, avec ce qu'il y a dans la loi, ce n'est pas suffisant. Ça va être difficile de mettre en place des multi-établissements dans le réseau de la santé, entre autres, parce qu'on a des territoires tellement grands. On parle
de la Montérégie, là, qui est très grande. On parle après ça du Saguenay, d'avoir un représentant en santé si l'employeur vise un établissement pour l'ensemble de ces 10 établissements. Juste l'élément établissement n'est pas le même dans la loi de LSST que dans la vision des CIS et des CIUS. Dans les CIS et CIUS, un établissement, c'est le CIS et le CIUS, alors que pour la loi, c'est chaque bâtisse. Il faut déjà s'entendre sur le jargon. On a vraiment beaucoup d'éléments sur lesquels mettre sur la table avant d'avoir une entente. Le 4 ans va passer, selon moi, avant qu'on puisse avoir des éléments concrets. Puis ça repousse au niveau de la prévention, ça repousse au niveau de ce qu'on peut mettre concrètement sur la table pour diminuer le nombre d'accidents. Pourtant, ça devrait motiver les employeurs. On sait que dans notre domaine, c'est 162 millions qui sont dépensés en indemnité de remplacement de revenus pour le secteur santé et médicaux. Il y aurait tout intérêt à investir dans la prévention, mais actuellement, c'est plus comme Geneviève l'a dit, ils sont plus à essayer de sauver sur au niveau monétaire sur la réparation. Donc, c'est ces enjeux-là qui vont vraiment compliquer la mise en place des établissements. En intersyndical, je pense qu'il y a une bonne volonté, il y a déjà des discussions qui se passent au niveau national, au niveau local, ça va avoir des répercussions différentes, mais je pense qu'en ayant un objectif commun, que la prévention de la sécurité des membres, on pourra réussir à s'entendre et unir nos voix. Beaucoup de choses à dire sur le multi-établissement. Bon, dans les faits intermédiaires du 6 avril dernier, ce qu'on voit, puis je pense que ça répète, puisqu'on a aussi dans le milieu scolaire, milieu de la santé, des villes aussi qui ont plusieurs établissements, ça crée beaucoup de discussions. Donc, au lieu, en effet, d'arriver à mettre en place les mécanismes de prévention, on est plus dans une phase de négociation de comment on définit le multi-établissement, qu'est-ce qu'on applique. Et c'est une négociation, oui, avec les employeurs, mais aussi entre les syndicats. Je pense que l'Université de Montréal est un des meilleurs exemples. Puis j'ai été conseillère syndicale pour le sérum à l'Université de Montréal pendant 10 ans, donc je connais très bien la dynamique. Donc, il y a plusieurs accréditations syndicales. Il y a des gens qui ne sont pas encore syndiqués au niveau des cadres de premier niveau, au niveau de la CUM. Et là, c'est les multi-établissements, c'est supposé des établissements de une nature. Donc, ça ne peut pas être des établissements où, par exemple, ce serait des laboratoires ou des salles de classe, ou des hôpitaux psychiatriques pour enfants versus un hôpital général, par exemple. Il y a eu égard à la distance. Et là, la CNESST, elle est même en train de réfléchir à eu égard à la distance. Sur l'île même de Montréal, des fois, ça peut être long de se rendre au point A, au point B. Et il faut, eux, dans le fond, comment ils voient ça, il faut s'assurer que et le comité de santé et sécurité et la personne représentante en santé et sécurité aient la capacité de remplir ces fonctions. Donc, c'est vraiment ça qui va juger si le multi-établissement est accepté ou pas. Donc, c'est la eu égard à la distance et l'établissement de même nature. Et là, ce qu'on voit dans les négociations, bon, il y a des tensions avec l'employeur qui, lui, veut avoir le moins d'établissements possible. Évidemment, c'est un multi-établissement, puis on s'assoit là-dessus. Et c'est ce qui était conventionné dans les universités. Parce que, on s'inspire toutes des conventions de l'un et l'autre, mais chaque accréditation avait un comité SST multi-établissement à charge. On couvrait, tu sais, l'Université de Montréal, c'est le campus des sciences Saint-Hyacinthe, campus de Montréal, l'Observatoire du Mont-Mégantic, ça couvrait tout ça. Mais là, ça ne cadre plus avec la loi. Donc, il faut revoir comment on fonctionnait, ce qui était acquis par la négociation. Donc, déjà, ça, c'est beaucoup. Et là, il faut se dire, bon, ben, il y a du temps de libération prévu par la loi, je ne peux pas l'avoir. OK, moi, j'en représente 30 les profs représentent 50 des emplois. Il y a des négociations entre les accréditations. Est-ce qu'on divise ou est-ce que vous acceptez que la RSS représente tout le monde? Par exemple, dans la commission scolaire, là, les profs voulaient beaucoup, les enseignants, prendre tout le temps de la RSS, mais là, les personnels de soutien disent, ben, tu vas venir inspecter l'été. Non, moi, donc là, on voit qu'il y a des tensions, des négociations à faire
Et parfois même, tu sais, parce que je suis quand même critique envers ce qu'on arrive à faire. On a nos pantoufles, on a nos manières de faire. Puis là, de dire, il faut que j'efface ça. Il faut que je réfléchisse comment j'aurais fait ma structure syndicale pour répondre à l'objectif de la loi. Ce n'est pas toujours évident. Des fois aussi, il va manquer de bras. Ce qu'on voit, c'est que dans la plupart des syndicats, on avait du monde en réparation, qui était spécialisé en réparation, qui avait la capacité de répondre. Mais là, en prévention, quand il y a moins de monde qui sont prêts à porter moins fort, que c'était comme un dossier pas très mis de l'avant fort dans les groupes prioritaires, évidemment. Là. Mais on voit qu'au niveau syndical, ça va demander des réflexions, des négociations, de restructure, du financement de nouvelles ressources, ce qui n'est pas toujours évident, bien que ça, oui, il y a la libération, mais on l'a vu, le 45 minutes par semaine, c'est pas avec ça qu'il faut faire. Fait qu'idéalement, tu as des ressources à mettre là, parce que puis dans nos structures, c'est comme moi, je suis une ressource de référence en réparation. Tous mes syndicats affiliés à la FQ ont des ressources en référence en réparation, mais là, en prévention, ce n'est pas le cas. Fait que là, il y a vraiment des choses à ce niveau-là qu'il va falloir changer nous autres mêmes. Fait que on est vraiment, puis même en 2025, je pense qu'on est encore dans le processus de négociation d'ajustement, de voir probablement aussi que les conventions collectives vont s'ajuster à partir des membres parce qu'on va travailler sur le terrain, mais c'est pas vrai que parce que la loi existe, c'est mis en application, tout va bien. Et c'est vrai que l'employeur, lui, veut le strict minimum. Idéalement, il nommerait tout le monde. Puis, ce serait juste lui qui s'en occuperait. Ça réglerait bien ses problèmes. C'est un peu les enjeux qu'on voit. Je me retournerai peut-être vers Michel Pirotte pour justement parler de cet enjeu dans notre syndicat, dans un milieu la cohabitation, dans ce contexte-là. Est-ce que vous avez des réflexions par rapport à ça pour une collaboration? Tout à fait. Il existe, par exemple, des travailleurs temporaires qui sont syndiqués. Ça existe chez Olimel, par exemple. Demers, les tomates de Demers, on a entendu parler d'ailleurs il n'y a pas longtemps, et sont syndiqués avec les TUAC. L'enjeu là-dessus, c'est plutôt, par rapport à ces travailleurs-là, plutôt leur intégration dans le système syndical. Parce que souvent, ils ont peur du syndicat, ils ont peur de... Et quand on sait que le plafond de verre vient de sauter, en passant, là, on passe de 10 à 30 de la main-d'œuvre qui va être temporaire. Imaginez-vous l'impact que ça va avoir sur les conventions collectives, éventuellement, quand tu as 30 de ton monde qui ne va pas de ton bord. Alors, ça aussi, ça va avoir, je pense que le monde syndical a un sacré enjeu à avoir d'intégration et d'accueil de ces travailleurs-là dans les entreprises. Alors là, à l'heure actuelle, ils ne font pas partie de ça. Ils sont là en dehors. Bien sûr, ils se font défendre parce qu'il y a une convention collective, parce qu'il y a une défense à y avoir. Mais sinon, en dehors de ça, ils ne sont vraiment pas. Ils sont vraiment, à cause du permis fermé, c'est des gens qui sont low profile, ils ne veulent pas trop bouger non plus. Ça devient un problème. Ça va être un problème syndical, éventuellement. Donc, pour moi, ça va être clair. C'est sûr que quand il y a des milieux de travail où il y a des travailleurs, des travailleuses non syndiqués et d'autres qui sont syndiqués, bien, ça va être assez évident, ça va être le syndicat qui va prendre toute la place. Et jusqu'à un certain point, c'est normal. C'est des travailleurs organisés, puis on a une gang qui ne sont pas organisés et le boss, il ne veut pas qu'ils soient organisés. Donc, ça, je pense que c'est inévitable. Mais moi, le multi-établissement, ce que je trouve terrible, c'est pour les milieux. Et on a là, des entreprises, des employeurs qu'on peut qualifier d'anti-syndicaux. Et donc, où il n'y a pas de syndicats là, dans les établissements. Pensons, je pense que c'est un secret de polichinelle, là, Walmart, là, ils ne sont pas syndiqués, McDonald's, ils ne sont pas syndiqués. Donc, Dollarama. Prenons tous ces milieux-là là, où il n'y en a pas de syndicat. Comment quelqu'un qui dit « Hey, moi, j'ai entendu parler du projet de loi 59, de la loi 27, je travaille dans un Dollarama, on a le droit à un comité de santé et sécurité, on a le droit à des représentants en prévention. C'est il y a des établissements, mais ça peut être aussi du multi-établissement.
comment cette personne-là va aller voir son boss là, chez Dolorama ou au McDonald's ou chez Amazon? Il va dire, hey, nous autres, là, on veut élire, on veut nommer un représentant de prévention. Bonne chance. Et pour l'ensemble des établissements, disons, de l'île de Montréal, d'une région au Québec. Alors, ça, c'est de la pensée magique, de penser que ça se peut. Il n'y a pas personne qui va vouloir aller mettre sa tête sa douche en se disant, bien, probablement que la tête, elle va disparaître si je fais cette demande-là. Et donc, c'est déjà très, très difficile dans un milieu de travail où les travailleuses et les travailleurs peuvent se connaître, là, disons, un milieu où il y a 40 personnes qui travaillent ensemble. Alors, dans l'outil d'établissement, comment on convoque une assemblée? On a, pas nous, mais le Centre des travailleurs immigrants a fait une demande d'information à la CNESST pour poser la question comment ça fonctionne dans les milieux non syndiqués? Est-ce que vous offrez un soutien parce que c'est prévu dans la loi, là, la réforme? C'est quoi le soutien que vous offrez pour organiser des assemblées de nomination de représentants en santé et sécurité? La réponse, c'est on n'offre aucun soutien. Les travailleuses et les travailleurs vont aller voir leur employeur et l'employeur va offrir sa bonne collaboration comme d'habitude. Alors, c'est ça la réponse qui est écrite, là. Alors, donc, c'est une mission impossible. Dans le multi-établissement, c'est impossible d'espérer que des travailleuses, des travailleurs non organisés puissent s'organiser pour organiser une assemblée de travailleurs qui vont nommer un comité de santé et sécurité, un représentant au comité de santé et sécurité, un représentant prévention. Je voulais juste ajouter un aspect. Aussi, prendre en compte que, surtout chez les travailleurs temporaires agricoles, comme vous le savez, en vertu de la loi 8, ils ne peuvent pas se syndiquer. Donc, on leur a retiré ce droit de syndicalisation. M. Hamad, dans sa grande bonté, en 2012, a décidé de retirer, suite, bien sûr, l'écrit qui a été fait par la Commission des droits de la personne, d'ailleurs, qui avait été très, très intéressante là-dessus. Il disait, oui, c'était les travailleurs qui avaient le droit de se syndiquer. Donc, l'année suivante, le Parti libéral a retiré ce droit de syndication. Alors, c'est un sérieux problème. Là. Donc, ils ne peuvent même pas se syndiquer. Donc, ça aussi, ça devient un sérieux problème. Et comme je suis un petit peu d'accord avec toi, comment qu'un travailleur agricole guatémaltèque va aller voir son boss pour dire « je veux un comité de santé et sécurité », il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il n'est même pas à cette étape-là. Donc, il ne sait même pas qu'il a le droit, par exemple, à des indemnités de remplacement du revenu quand il y a un accident de travail. Imaginez-vous, on est loin. Mais je dirais que je me rappelle avoir demandé à la commission, parce que nous, on a des moyens de louer une salle pour un assemblée. Je me disais, mais comment ils vont faire? Allez-vous leur fournir des lieux? Qui va avoir les listes des travailleurs? Puis je parlais un poisson rouge. La CNSST, puis tu sais, mettre en contexte la CNSST, aussi en manque de personnel, un gros roulement de personnel, et on a du monde qui n'ont pas les connaissances et les compétences. Ils vont peut-être un jour acquérir les compétences, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne, même à l'interne de la commission. C'est une grosse bébite, la commission en soi, là. Fait qu'on essaie de faire sortir l'information. On s'entend, j'ai quand même le pied dans le porte qu'on est nous autres même pas capables. Fait que je ne peux même pas imaginer un travailleur non syndiqué. Ça va être. Mais sinon, pour dans les milieux où il y a syndicats non syndiqués, moi, je pense que ça doit. Moi, il y a deux sortes d'espoir, je peux dire. Un, c'est que ton représentant en santé et sécurité, logiquement, doit parler à tout le monde. Fait que là, c'est là que moi, dans mes belles lunettes roses, il y a les personnes vont se parler, vont faire l'inspection, et là, le RSS, qui lui, probablement va être syndiqué, mais va être à même de défendre sans risque de représailles les personnes non syndiquées. C'est peut-être là où, et ma deuxième lunette forte, c'est que ça doit absolument faire partie de la formation des RSS, de comment tu intègres tout le monde, que tu ne représentes pas juste ton syndicat, tu es là pour toutes les travailleuses. Et ça doit être systématiquement dit, redit. Déjà, je commence à, quand je fais des formations, je le mentionne, là, mais idéalement, je ne te dis pas que je vais réussir à faire avaler vos postes en face de moi, là, mais idéalement, ça sera dans le programme de formation officielle de la CNSST. Mais c'est sûr que ça a un pouvoir de créer des solidarités
que la partie patronale va voir et là, ça m'étonnerait qu'ils soient si ouverts à cette proposition, mais idéalement. Là, Geneviève, est-ce que tu veux intervenir? Tu es devenu un petit corps noir, là, mais si jamais tu veux intervenir, et voilà, tu es de retour. Si jamais tu veux intervenir ou apporter quelque chose à la discussion, on t'en prie. Hein. Ben, je vais poser une question. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Phew. OK. Alors, peut-être que moi aussi, j'ai des lunettes roses. Mon fils dit des lunettes embellisseuses de vie. Donc, ben, je me demandais, c'est comme, bon, il y a quand même un potentiel dans le fait d'avoir quelqu'un qui a un statut, qui a des fonctions définies par la loi, qui a du temps libéré. On s'entend que c'est trop peu pour ce qu'il y a à faire, mais c'est un minimum à partir duquel on peut travailler. Il y a quand même un potentiel de faire enfin quelque chose avec plus de ressources que ce qu'on pouvait faire avant dans les milieux au moins syndiqués. Puis je me demandais si de la part des personnes du panel, il y a une impression que ça peut attirer des gens qui ne se seraient pas impliqués syndicalement autrement ou que ça peut être une occasion d'avoir plus de légitimité pour s'occuper du sort des travailleurs d'agence ou des travailleurs temporaires, etc. Est-ce qu'il y a... je ne suis pas en train de dire, voyez la belle réforme, pourquoi vous n'êtes pas content? Je ne suis pas en train de dire ça, là, mais est-ce qu'il y a moyen de voir ça comme un potentiel pour aider à s'organiser? Voilà. Moi, je pense pour qu'un potentiel se réalise, il faut d'abord arrêter de parler de la santé et sécurité comme juste la technique d'ergonomie ou de. Il faut ouvrir parce que je trouve que historiquement, la SST s'est beaucoup développée avec des technicalités, justement les produits chimiques, le CIMDUT. C'est pas très sexy comme sujet, on va se le dire. Hein. Mais là, si on dit, OK, mais maintenant, tu as les risques psychosociaux, tu peux parler de discrimination, de charge de travail, d'avancement dans ta carrière, de soutien de collègues. Il y a toute une boîte de Pandore qui a un discours aussi. C'est ce que les gens vivent présentement. C'est ce qui intéresse les gens et c'est beaucoup plus facile de rattacher le monde. Fait qu'il faut aussi être stratégique dans le sens que, oui, il y a une nouvelle loi, mais il faut la vendre puis vendre le pouvoir de changement que ça peut avoir parce que, oui, il y a la CNSST, c'est dur de faire sortir les inspecteurs. Hein, on se lance. Mais au final, il y a quand même un pouvoir qui nous est accordé par la loi, puis qu'il faut inspirer les gens à aller chercher ce pouvoir-là. Puis c'est vraiment en écoutant, aller avoir notre base, c'est quoi ce qu'ils vivent. Puisque le premier rôle du RSS, le représentant de santé et sécurité, c'est de parler à son monde, voir c'est quoi leurs problèmes et est-ce que je peux les régler. Fait que si on fait ça, je pense que ça va inspirer le monde. Mais si on essaie d'approcher le monde, hey, tu veux t'occuper de la réserve de produits chimiques? Je ne pense pas que ça va inspirer grand monde. Il y a comme une manière de le vendre et d'inspirer le monde à l'action, finalement. Oui, vous allez me trouver très, très négatif aujourd'hui. C'est bon, c'est la réalité, là. Je l'ai dit dès le départ, puis Geneviève en a parlé. Tant qu'il n'y aura pas de mesures de sécurité. Quelqu'un qui dit, moi, ça m'intéresserait. Hein, oui, j'aimerais ça m'impliquer, puis pas parler effectivement de produits chimiques, mais de lésions psychologiques, par exemple. À moins d'être bien innocents, là, les gens, ils ont un esprit de survie. Ils comprennent que ça fait des années que les conditions de travail ne sont pas bonnes dans l'entreprise. Là, ils ont une façon de s'impliquer pour changer les choses, mais ils comprennent que le boss, s'il ne change pas depuis 5, 10, 15 ans, ça ne fera pas son affaire. Si on s'implique et qu'on propose des changements. Alors,
tant que, puis c'est ça la grande différence entre un représentant à la prévention ou en santé et sécurité syndiqué et non syndiqué. C'est que oui, la loi dit tu ne peux pas être sanctionné si tu dans le cadre de tes tâches de représentant en prévention, tu as une sanction ou un congédiement. Alors ça, la loi est claire là-dessus. Quand ça arrive, puis tu es syndiqué, ton syndicat va te défendre. Quand tu n'es pas syndiqué, c'est qui paye les frais de représentation pour aller au tribunal, là, puis passer 2 jours en audience pour venir expliquer que c'est dans le cadre de tes tâches que tu as fait ça. C'est qui paye l'avocat? Tu n'as plus de job. Et donc, je sais que je reviens toujours sur les mêmes choses, mais donc, tant qu'il n'y aura pas une réelle protection de ces gens-là, même s'ils sont bien intéressés, puis même si la loi a changé, puis dans les milieux non syndiqués, il n'y a pas personne qui va pouvoir syndiquer. Hein? Puis, on prend l'exemple extrême là, des travailleurs agricoles qui sont attachés à un permis de travail. Et tu ne peux pas prendre de chance. Il n'y a pas personne qui va vouloir s'opposer à l'employeur en sachant très bien que c'est question de vie ou de mort. Un congédiement, droit du travail, c'est la peine de mort. Alors, ça, c'est l'exemple extrême, mais dans presque tous les milieux non syndiqués, le monde a un instinct de survie. Ils comprennent ça aussi. Alors, et ça va être très difficile. Je peux donner de très bons exemples là-dessus. Moi, j'ai des travailleurs, par exemple, qui ont déposé des plaintes aux normes du travail. Okay? Puis on nous a donné raison de cette nécessité. On nous congédier. Bien sûr, on peut déposer des 122 là-dedans, aucun problème. Sauf qu'on va les entendre dans 2 ans, encore là, puis ils ne reviennent pas pendant ce temps-là. En plus, il y a une mauvaise note à Coimboité, donc du côté de la compagnie de placement, qui ne sont jamais rappelés. Alors, il y a des listes noires de ces travailleurs-là. Il n'y en a pas un qui va être intéressé à vraiment dire, comme il dit, s'il n'y a pas de garantie là-dedans, il n'y a pas personne. Cette loi-là ne sera inapplicable en matière agricole, ça ne sera pas applicable. Il n'y a pas aucun travailleur que je connais qui va accepter de faire cette job-là. Bien, juste rapidement, là, il y a eu quand même plusieurs intervenantes, organisations qui ont fait des propositions en commission parlementaire pour notamment, on a parlé tout à l'heure, un organisme indépendant, ça c'est une chose, mais juste la question des représentants itinérants, hein, ça c'est tout autre chose, mais tu sais, d'avoir des représentants en prévention itinérants qui ne sont pas dans l'entreprise, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal, là, parce que d'avoir quelqu'un sur place, c'est l'idéal. Mais dans des milieux non syndiqués, d'avoir quelqu'un qui n'est pas attaché à cet employeur-là, ça peut être un très gros avantage. Ça a été rejeté du revers de la main. Alors, tout ce qui est faciliter la vie des travailleuses et des travailleurs non syndiqués, ça a été jeté à la poubelle. Là. Et c'est pour ça que je suis assez pessimiste sur l'avenir dans les 10, 15, 20 prochaines années. C'est des enjeux différents, mais c'est difficile aussi, malgré qu'elles sont protégées, nos membres, malgré qu'elles ne vont pas perdre leur emploi, de se mobiliser parce que manque de temps, ils font du TSO régulièrement, fait de pouvoir s'impliquer, mais l'enjeu, c'est de leur démontrer, comme Annie disait, la SST, c'est partout. C'est un enjeu qui est ressenti par l'ensemble, puis dans tout ce qu'elles font, y compris leur santé psychologique, physique. Donc, c'est au niveau, c'est de leur faire réaliser ces éléments-là, et de se prendre en main va juste amener aussi une amélioration. Tout ça, si on considère qu'en 2019, ça représentait plus de 1 800 000 jours d'absence indemnisée dans notre secteur. Ça représente plus de 8 200 équivalents temps complet, plus de 8 000 employés à temps complet qui n'étaient pas là parce qu'ils ont été blessés. Puis ça, c'est sans compter toutes celles qui sont en assurance salaire, qui n'ont pas été reconnues pour des diagnostics de santé mentale qui sont probablement reliés au travail aussi, mais que c'est plus difficile à démontrer.
Fait que c'est tous ces éléments-là qu'il faut les sensibiliser pour les mobiliser. Puis elles vont en gagner en bout de ligne parce que si on a plus de consoeurs au travail, tout le monde en santé, ben, c'est tout le monde qui va en bénéficier en bout de ligne. Mais à ce moment-ci, elles sont juste à sauver leur peau, mais il faut renverser cette culture, cette façon de penser-là. Oui. OK, ça peut-être comme dernier point. Il faut comprendre aussi, puis je vais vous donner un bon exemple de ça. Dans le cadre, bien sûr, des cas d'accident de travail, maladie professionnelle, les travailleurs qui font des réclamations sont systématiquement, grâce à la mutuelle de prévention en agriculture, là, on se ramasse avec des gros bureaux d'avocats de Montréal. Alors, souvent, et moi, je n'ai que la pointe de l'iceberg, je les défends devant les tribunaux. Sauf que ce que je me rends compte, c'est que plus souvent que vraiment, je me retrouve avec cette mutuelle de prévention-là de l'autre côté. Alors, j'imagine tous les travailleurs qui, malheureusement, ne passent pas par le RATMAC, par exemple, pour les défendre, ben, bien, ils renoncent carrément à leurs droits. C'est ça qui se passe. Donc, ils appellent ça des mutuelles de prévention, j'appelle ça des mutuelles de gestion, plus que d'autres choses. Hein. Ils veulent faire sauver malheureusement, ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'on utilise cette mutuelle-là là, dans le fond, pour que l'employeur, que ça lui coûte moins cher, puis les travailleurs vont carrément renoncer à leurs droits. Et je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais je suis persuadé qu'il y a plein de travailleurs qui ne parlent pas français, qui ne savent pas trop comment ça fonctionne le système, puis du jour au lendemain, il y a une contestation de l'employeur, puis ils ne se pointent pas, puis ils perdent leur cause devant les tribunaux parce qu'ils ne sont même pas là. Alors, ça aussi, ça devient un sérieux problème. Alors, imaginez-vous en matière de santé et sécurité, j'ai mon employé qui pensait, ils ne sont même plus là. J'aimerais quand même donner l'opportunité à la salle si vous avez des questions pour nos panélistes. Je vais poser une question, comme ça vous avez le temps de penser à vos questions que vous pouvez poser après. J'aurais peut-être une question quand même, mais bon, peut-être un petit lumière dans les ténèbres et de réfléchir malgré une réponse qui est très attractive dans le corps. Vraiment, au niveau des personnes non syndiquées, comment donc, dans le track de justement dans ce qui était prévu en termes de financement comment on peut concevoir le système du non-syndiqué? Peut-être en réfléchissant au rôle des associations syndicales qui en appui justement au non-syndiqué, même dans les milieux où il n'y a carrément pas de syndicat, ou justement dans le rôle que peuvent accueillir certaines associations, organismes de défense de droit, sachant qu'il n'y en a pas tant qui agissent sur cette question-là au Québec, je le souligne quand même. Mais comment on peut concevoir, justement, malgré toutes les imperfections qu'on a déjà citées, je répète entendre tout le monde, mais je ne sais pas si tu veux commencer. Vas-y, on a déjà parlé tous les deux. Mais malgré, comme je le disais, mon pessimisme, on ne baisse pas les bras et bon, le RATMAC, l'UTAM, il y a d'autres organisations, là, on se parle. Il n'y a personne dans le domaine, appelons ça, de la santé et sécurité ou de la prévention. On n'a pas d'organisation au Québec. Il n'y avait pas de financement. Mais donc, on se parle, on essaie, en tout cas, on a même fait une demande là, au nouveau ministre du Travail, qui est l'ancien ministre du Travail, pour aborder la question avec lui. Et évidemment, une fois qu'on va avoir un projet plus concret, on va aussi aller voir des organisations syndicales parce que c'est nécessaire. Là. Ça prend une organisation, puis nous autres, là, quand je dis nous autres, les organisations qui se parlent, là, c'est pas notre domaine. Nous, là, on est en réparation des lésions professionnelles, on a plein notre cas. On ne veut pas partir d'une division prévention, là. On ne réussit pas à faire la job qu'on a à faire. Le RATMAC, c'est la même chose, mais on a des préoccupations. On les voit, ces gens-là, là, nous, on voit le manque de prévention. Ils nous arrivent chez nous, là, ils sont malades, ils sont maganés, on le voit, mais ce n'est pas notre mission. Et donc, on essaie de travailler un projet. Et évidemment, on va contacter les organisations syndicales, là, mais c'est la seule façon. Nous, on voulait une organisation publique, hein, comme dans d'autres provinces, financer à même le fonds d'accident de la CNESST. Bon, ça a été non, hein, on ne veut pas. Donc, on essaie de trouver d'autres moyens, mais comme je le dis, ça va se régler au niveau politique. Il va falloir établir un rapport de force pour montrer qu'il y a
c'est pas facile pour les travailleurs syndiqués, c'est pas ça que je suis en train de dire, bien au contraire, là. Mais pour les non-syndiqués, c'est une espèce de no man's land, là. Et donc, ça prend au moins une organisation qui est capable de s'occuper de formation, première étape, formation, mais aussi, quand je parlais de sécuriser des officiers du régime, là, d'être capable de leur offrir une sécurité. Si jamais ces gens-là sont sanctionnés parce qu'ils font de la prévention en milieu de travail, c'est une protection. Alors donc, on travaille là-dessus, mais pas innocent, là, probablement que le ministre du Travail, demain matin, il ne dira pas « Ah, wow, quelle belle idée! » là. Mais il faut établir un rapport de force. Et c'est vrai en matière de justice, c'est la même chose. Quand on parle de tribunal administratif, on se retrouve souvent qu'autrement en matière d'accident de travail, par exemple. C'est un éléphant contre une souris. Désolé, non, mais c'est ça. C'est les gros bureaux d'avocats, bien sûr, patronaux de Montréal, qui se retrouvent là, avec leurs grandes mutuelles. Et souvent, c'est le petit travailleur qui n'a pas les moyens, qui est au salaire minimum, qui n'a pas les moyens de payer les avocats pour aller dans les tribunaux. Donc, c'est une question d'accessibilité à la justice qu'on n'a pas, malheureusement, ni pour les travailleurs temporaires, ni pour les travailleurs qui sont non syndiqués en général. Geneviève, je te cède la parole à toi. Oui, ben en fait, pour la prévention, pour la création d'un organisme pour les non-syndiqués, je l'ai mentionné tantôt que quand on pose des questions à la CNSST, j'ai souvent, je passe un poisson rouge, là, mais il y a la moitié du CA qui est quand même des représentants syndicaux, puis c'est genre, parce que l'obligation de soutien des non-syndiqués, c'est une obligation qui est prévue par la loi. Le CA a l'obligation de s'assurer que la CNSST remplit cette fonction. Fait que si on arrive avec une obligation de parler, de créer quelque chose, en tout cas, il y a peut-être des liens à faire aussi là, au sein de l'instance de la CNSST. Geneviève? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Fantastique. Merci. Donc, en fait, c'est ça, je relisais l'article amendé de la loi sur la santé et sécurité qui définit les fonctions de la CNESST, l'article 167, où le paragraphe 15, entre ces numérotés 15, dit accorder, dans les fonctions, accorder une aide financière à une association vouée à la formation ou à l'information de ses membres en matière de santé et de sécurité du travail ou qui a comme fonction de promouvoir la santé et la sécurité du travail. Donc, ce n'est pas ce qui était souhaité, le bureau de soutien aux travailleurs non syndiqués, ce n'est pas les cliniques de santé et sécurité des travailleurs de l'Ontario, ce n'est pas les réseaux de représentants des travailleurs itinérants pour les petites entreprises en Suède, dans certains secteurs et régions en Italie, en Angleterre, ailleurs, mais c'est comme une porte ouverte, puis je suis heureuse de savoir qu'il y a des réflexions puis des discussions là-dessus. Ayant moi-même été conseillère en prévention dans 2 associations sectorielles, dans des secteurs fortement syndiqués, donc, les ministères et les organismes du gouvernement du Québec, et après ça, le réseau de la santé, mais le réseau santé et services sociaux, il y a quand même pas mal d'organisations non syndiquées. Je me souviens très bien d'aller dans des milieux non syndiqués puis de sentir toute la difficulté là, d'organiser la représentation des travailleurs pour avoir leur avis, puis de voir qu'on devait inventer à partir de rien. Là, puis là, j'avais la possibilité d'être sur les lieux, donc de constater moi-même certains risques. J'y allais parce que j'avais une demande paritaire, c'était la condition pour pouvoir entrer dans le lieu où j'allais offrir les services, puis ils avaient bien voulu m'accueillir. Là, je comprends très bien qu'un organisme qui n'a pas de droit d'entrée dans les milieux, puis qui peut se fier seulement à ce qui est rapporté par un travailleur, va avoir de la misère à donner un soutien aussi approprié que nécessaire à des travailleurs. Puis si c'était moi, j'aurais aussi la peur des conséquences
pour ces travailleurs-là, c'est-à-dire s'ils osent demander quelque chose ou signaler un danger, quelles seraient les conséquences en termes de risque de perte d'emploi, par exemple, puis de retourner dans son pays d'origine pour un travailleur étranger temporaire. Je comprends bien les difficultés que ça pose, mais je crois qu'il y a peut-être quelque chose à tenter, en effet. Là, puis, voilà. Donc, juste pour terminer, on est dans la littérature, puis dans mes travaux, on parle toujours souvent de ce que les syndicats apportent à la prévention dans les lieux de travail et au niveau politique et au niveau des politiques publiques de toutes sortes, puis simplement en sécurisant l'emploi et le revenu des gens, puis en améliorant les revenus. Mais il me semble qu'il faut essayer de voir dans l'autre sens, c'est-à-dire si je regarde les mobilisations récentes, la vague de syndicalisation aux États-Unis qu'on ne voit peut-être pas encore ici, il y a souvent des enjeux qu'on peut qualifier de santé et de sécurité du travail, exactement dans le sens de ce qu'Annie disait, c'est-à-dire relégitimer que la santé et sécurité, ce n'est pas seulement les risques de l'industrie lourde, ce n'est pas seulement les risques de la construction qui sont importants. Enfin, le secteur de la construction est couvert par certaines dispositions, puis on verra ce que ça va donner. L'idée, ce n'est pas de dire que c'est des risques pas importants et que c'est déjà réglé, pas du tout. Mais que la santé et sécurité, c'est de réussir à arriver chez soi puis avoir encore d'énergie pour faire quelque chose avec ses enfants, puis avoir des projets à la fin de semaine, puis avoir encore envie de faire des projets, puis de ne pas être tout le temps habité par les préoccupations du travail ou trop fatigué. C'est ça aussi la santé et sécurité. Fait que relégitimer cette vision-là plus large qui finalement a été au cœur de la naissance du syndicalisme aussi, là. La durée de la journée de travail, par exemple. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut revirer l'équation aussi puis voir comment ça peut être un moteur de syndicalisation, ça peut être un moteur de revitalisation syndicale? Mais c'est sûr que moi, c'est vraiment dans ce que Geneviève vient de dire, ça vient chercher beaucoup comment je le vois, le retour par la base. Puis, au constat, puis je siège 1 à 2 fois par mois aux travaux réglementaires. Puis, force d'admettre, là, on aurait beau avoir le meilleur règlement, ce qu'on n'aura pas tout de suite. Non. La base, ça va demeurer de l'action syndicale ou de travailleurs de se mobiliser, de travailler ensemble, de recréer des solidarités. Puis, je vous entendais tantôt, c'est sur les normes du travail, c'est surtout l'accès aux droits tout court pour les non-syndiqués est difficile. Puis, la seule manière d'y arriver, ça va être de créer des solidarités. Puis c'est là où moi, j'espère en nommant des personnes représentantes en santé et sécurité qui vont aller vers le monde, qui vont avoir, oui, une sécurité dans le sens que la loi les protège, puis de pouvoir peut-être dire, parce que c'est ce qu'on faisait, nous, dans cette université, on a beaucoup de personnel chez CAR. Le monde m'a raconté leurs problèmes. Moi, la RSS, c'est drôle, j'allais faire une inspection puis je trouvais des choses. Fait que c'était toujours sur mon dos. Fait que ça protégeait les travailleuses qui étaient plus précaires, qui avaient plus de difficultés. Eux avaient une voix. On crée des liens de solidarité. Puis, tout est boule de neige. Une fois que tu as commencé à faire ça, ça va être plus large que la SST. Là, et c'est vraiment là mon espoir de dire on enfonce la porte à dire avec nos RSS de bien les former, bien les encadrer, puis avoir un bon réseau pour influencer l'action qu'ils font dans leur milieu de travail. Ça pourrait avoir des incidences. Puis quand j'écoute des affaires comme les contaminants à Pointe, l'autre au Saguenay, pourquoi est-ce que. Puis tu sais, c'est des milieux syndiqués, là. Fait qu'on a à se regarder le nombril aussi, là. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait des solidarités? Parce que le parking, là, c'est un lieu de travail. Fait que même si dans ton industrie, tu as tous les filtres, quand tu sors dehors, tu es supposé être aussi protégé. Fait que pourquoi est-ce qu'on n'a pas réfléchi à des actions un peu plus larges qui englobent des communautés, qui
Moi, j'arrête pas de dire à mon boss, qui est Daniel Boyer pour le moment, mais on peut tout faire avec la SST. Puis c'est vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on place nos cartes pour créer des solidarités. T'sais. Le fait qu'on va avoir des RSS partout, presque, là, mais c'est sûr que ça ne sera pas le règlement. Puis c'est ça, parce que le règlement, qu'on a le droit de réglementer, c'est super précis dans la loi. On ne peut pas rajouter une virgule de ce que la loi prévoit dans le règlement. Puis je suis assis, en face de la Chambre de commerce, CPQ. Vous allez juste aller lire leur mémoire qu'ils ont déposé pour le PS59. Ça va vous donner le contexte. Fait que, donc, j'ai peu d'espoir avec le règlement qui va nous permettre d'arriver à faire de la vraie SFP. On va peut-être sauver cette preuve. Si on arrive à s'entendre, parce que là, on pourrait faire un coup de qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'on s'entend quelque chose ou on ne s'entend pas, puis c'est le régime intérimaire que le ministre du Travail va appliquer à l'éternité. J'avais pas une question. Il y a l'autre séance qui commence à être 55. Et rapidement, parce que je vais réagir à ce que Geneviève et Annie ont dit, je suis d'accord là, que la santé-sécurité, c'est vraiment un bon véhicule pour la syndicalisation. On joue sur les conditions de travail. Je veux juste quand même rappeler que les employeurs, ils comprennent ça aussi. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile d'implanter des comités de santé et sécurité, des représentants de prévention, parce que l'employeur comprend ça en une autre invité. Si le monde se met à te parler, c'est quoi l'étape suivante? C'est quoi un syndicat? Et donc, il y a les deux côtés, là. Il faut faire attention. Intervention de la salle, question, Anne-Marie Laflamme. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Anne-Marie Laflamme, Université Laval. J'essaie de finir sur une note positive de ce panel. Je vais rapidement, avec ma question, centrée dans les détails. Il reste quand même que la loi englobe dorénavant les risques à la santé psychologique et puis les risques contre la violence psychologique et même à caractère sexuel, la violence conjugale au travail. Donc, tout ça, ça entre maintenant clairement dans le champ de l'inspection du travail. Est-ce qu'on pourrait penser que par le biais de l'inspection, il y aurait quand même une protection additionnelle là, qui pourrait être accessible pour les travailleurs, par exemple, par l'entremise d'une demande d'intervention à l'inspecteur de la CNESST? Ça amène quand même une protection pour le travailleur qui utilise ce recours-là contre les représailles et tout ça. Est-ce que l'inspection, vous fondez quelque espoir que ça puisse être un outil qui puisse permettre une meilleure protection des risques contre la santé psychologique et la violence en milieu de travail? Moi, je te dirais, regarde, moi, des cas de violence, là, on en a plein. Des travailleurs qui se font crier après, j'en ai plein. Je peux vous dire, je me trouve plus souvent qu'autrement à déposer un 23-6 là, à chaque fois. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas grand inspecteur qui vont faire un tour là. Alors, il va falloir qu'il augmente énormément le nombre d'inspecteurs et qu'ils soient proactifs là, lorsqu'il y a des plaintes qui sont déposées, qu'ils soient proactifs et qu'ils aillent faire un truc. Et là, pour l'instant, je peux vous dire que j'ai dû avoir une centaine de dossiers en harcèlement psychologique et je peux vous dire que j'ai jamais eu un inspecteur qui m'a appelé pour quoi que ce soit dans ces dossiers-là. Isabelle, tu veux réagir, je pense? Oui, c'est déjà possible là, de faire appeler l'inspecteur. Cette possibilité-là existe, puis ça ne donne pas nécessairement les résultats attendus. Je ne pense pas qu'avec la modification de la loi, pour le moment, il y a une pratique importante pour apporter des résultats. Bien, très rapidement, c'est qu'il y a eu des tentatives de modifier la loi pour renforcer les pouvoirs en inspection. Ça a tout été aussi rejeté du revers de la main. Même la vérificatrice générale du Québec a mentionné qu'il y avait des problèmes majeurs au niveau de l'inspection, particulièrement la nécessité, en guillemets, même si c'est écrit à nulle part, d'aviser l'employeur avant d'aller inspecter un milieu de travail. Alors, la vérificatrice disait, parce qu'on regarde dans l'État de New York, par exemple, là, c'est inconcevable d'aviser l'employeur de préparer son milieu de travail avant que l'inspecteur arrive. Alors donc, comme Michel dit, ou bien on ne les voit pas, les inspecteurs, ou bien quand ils se présentent, ils ont déjà avisé l'employeur. Alors, en tout cas, pour nous,
oui, c'est une légère amélioration, mais on ne fonde pas quand même beaucoup d'espoir sur en tout cas, certainement pas au niveau de l'inspection. Annie, le mot de la fin. Le mot de la fin, il y a un gros problème avec l'inspectorat de la CNESST. Je pense que mes collègues l'ont dit, mais c'est le fait qu'il y en manque, ils ne sont pas formés, ils ne sont même pas soutenus par leur organisation. Tu sais, j'ai des représentants syndicaux de la CNESST qui me disaient que les inspecteurs partent en maladie après s'être pointés tout seuls dans la boîte, puisque leur employeur ne va pas les défendre quand ils sont attaqués par les employeurs. Et après ça, ils tombent en maladie, puis après ça, je peux être certaine qu'ils n'iront pas au-devant. Parce que la loi, les pouvoirs que les inspecteurs ont de par la loi sont bons, mais l'organisation, la CNESST, ne met pas en avant l'inspectorat. C'est plutôt l'inverse qu'on voit. Ils ont une politique de statistique, d'appel l'employeur, de dire OK, c'est beau, c'est correct, puis j'ai fait mon intervention. Fait qu'on a vraiment faire sortir un inspecteur de la CNESST, ça te prend un dossier, un risque mortel, puis tu as toutes les étapes. Puis, on dit à notre monde de monter leur dossier comme s'ils allaient plaider finalement pour appeler l'inspecteur. C'est très difficile. Fait que c'est vraiment un gros enjeu. Et je vais aller même plus loin que ça. Même quand il y a un cas de mortel, et j'en ai eu un cas, là, Saint-Patrice-de-Beauregard, je représente la succession, le travailleur est décédé. L'inspecteur s'est pointé. Jamais il a interrogé les travailleurs. Jamais. Il a interrogé l'employeur, c'est à peu près tout. Il a pris le rapport de police, c'est à peu près tout ce qu'il a fait. Il a fait un beau rapport. Et quand j'ai demandé d'avoir accès à ce dossier-là, on m'a refusé l'accès. En plus, je passe par la loi. Imaginez-vous, là, on est rendu qu'on n'a même pas accès. Je suis en contestation dans le dossier et je n'ai même pas accès au rapport de l'inspecteur. Il faut le faire. Petite note positive. Par contre, avec les risques psychosociaux qui sont plus reconnus, on a un établissement où ils ont fait venir un inspecteur pour un dossier qui ont monté en lien avec le temps supplémentaire obligatoire, surcharge de travail. Et puis, ça a été présenté sous l'axe des risques psychosociaux et l'inspecteur, quand même, dans son rapport, a émis des indications, des corrections. Bien, merci infiniment, vraiment.